Si vous permettez, on commence tout de suite. Et d'abord, pour vous remercier, Monsieur le vice-président de la Commission, Margarit Chinas, Madame Fabienne Keller, députée européenne, Monsieur le directeur général exécutif de Frontex, Fabrice. Soutien. De vous remercier de nous consacrer une heure. Nous avons beaucoup de participants, 776, beaucoup de questions que je vais essayer de rassembler et je demande votre indulgence pour cet exercice très difficile. Pour ceux de nos spectateurs qui ne connaissent pas nos intervenants, permettez-moi juste de rappeler que Margaritis Chinas est vice-présidente de la Commission européenne en charge de la promotion de notre mode de vie et à ce titre, chapeautant, si je puis dire, l'exercice de plusieurs commissions, dont de plusieurs commissaires, et donc en charge aussi des dossiers de l'immigration. Margaritis est un ami de longue date, je dois le dire, un avocat, juriste, tombé dans les questions européennes au Collège de Bruges, mais aussi à la LSI de Londres. Il a un parcours prestigieux. Il a été porte-parole de la Commission européenne, directeur résident de la Commission européenne à Athènes à des moments difficiles, en charge aussi du think tank de la Commission, député européen, chef de cabinet, c'est-à-dire directeur de cabinet au sens français de plusieurs commissaires, et il est maintenant commissaire européen en charge de ces sujets extrêmement délicats et difficiles. Fabienne Keller, elle, si on doit la présenter, notre députée européenne qui est actuellement rapporteure de la mise en œuvre de la réforme des accords de Dublin, Dublin 3, et qui est membre notamment de la Commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures du Parlement européen. Fabienne Keller est une polytechnicienne, c'est-à-dire une ingénieure des ponts et chaussées, des eaux et forêts, qui a aussi un parcours économique prestigieux. Elle a un doctorat de l'université de Berkeley. Elle a travaillé en France au ministère de l'Agriculture, du Trésor. Elle a été la plus jeune femme conseillère générale du Bas-Rhin, en Alsace. Elle a été élue régionale. Elle a été maire de Strasbourg, siège du Parlement européen, qu'on espère y revoir très vite, bientôt pour des séances publiques, sénatrice pendant 15 ans et enfin députée européenne. Et j'ajouterai ma fierté personnelle et celle de la Fondation Robert Schuman de la Comté au nombre de membres de son conseil d'administration. Fabienne est très connue pour s'occuper de questions difficiles et sensibles, portée vers les jeunes, les quartiers défavorisés, la culture, et c'est une femme qui, à l'image de Simone Veil, qu'elle aime beaucoup et qu'elle a beaucoup aimé comme moi, qui a marqué aussi des territoires nouveaux pour les personnalités féminines dans l'exercice des responsabilités publiques. Merci, chère Fabienne, d'être là avec nous. Fabrice Leggeri est le directeur exécutif de Frontex. Lui aussi a des origines alsaciennes, d'ailleurs, je me suis laissé dire, mais plutôt du Haut-Rhin, du côté de Mulhouse. C'est un directeur exécutif qui a un parcours exceptionnel. Il a fait l'école normale supérieure en France, spécialiste d'histoire contemporaine, si je crois. Vous avez fait l'ENA, cette grande école qui siège aussi à Strasbourg aujourd'hui. Vous avez travaillé au ministère de l'Intérieur français pour vous occuper déjà des frontières, des visas et de toutes les problématiques qui s'y rattachent. Vous avez travaillé pour la Commission européenne et depuis 2015, vous êtes directeur exécutif de l'agence Frontex que vous êtes en train, vous allez nous l'expliquer, de transformer comme la précédente commission sous l'autorité de Jean-Claude Juncker a eu l'intelligence et l'anticipation de le faire, transformer l'agence Frontex en une agence de garde-côtes et de garde-frontières, ce qui est une très grande nouveauté pour l'Union européenne, on va en parler. Donc merci beaucoup d'être parmi nous tous les trois pour traiter de ce sujet. Je voudrais juste camper le décor. Il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées dans le monde. 271 millions
de personnes, selon l'ONU, ne vivent pas là où elles sont nées. C'est un record absolu dans l'histoire de l'humanité. Malheureusement, 79 millions d'entre elles sont des personnes déplacées de force. Et dans ces 80 millions, il y a 40% d'enfants. C'est la raison pour laquelle le sujet de l'immigration, le sujet des réfugiés, le sujet de l'asile est si sensible dans nos sociétés, si porteur de questions de valeurs, de questions fondamentales, mais aussi de sujets techniques, de sujets de police, de sujets de réglementation qui nécessitent une organisation impeccable que réclament les citoyens européens. Pour finir de planter ce décor, je voudrais rappeler que sur les 448 millions d'habitants de l'Europe à 27, il y a aujourd'hui sur le territoire de l'Union 22 millions de citoyens non européens, soit 4,7% de la population, à comparer avec, par exemple, nos amis américains qui ont 13,7% de leur population d'origine étrangère. Mais ce n'est pas une raison pour se contenter de cette situation. On sait que les demandes d'asile restent élevées, plus de 600 000 l'année dernière, que sur ces 600 000, seuls 200 à 300 000 selon les années donnent lieu à une protection internationale accordée par l'Europe, et que les questions migratoires, surtout venant du Sud et de la Méditerranée, agitées et mises au goût du jour par l'instabilité à nos frontières, conduisent beaucoup d'immigrés à choisir la voie illégale pour entrer sur le territoire de l'Union européenne. On en reparlera. Raison pour laquelle, que ce soit sur le plan de la politique intérieure de nos États membres ou même vis-à-vis de l'Union européenne, les questions migratoires sont tellement sensibles qu'elles nécessitent une approche vraiment délicate. Et je vous remercie de bien vouloir en débattre avec nous au niveau qui convient, c'est-à-dire sans instrumentalisation, sans slogan, mais en essayant de s'en remettre à la réalité. La Commission européenne vient de s'emparer une nouvelle fois de ce sujet. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Vice-président, cher ami Margaritis Schinas, je crois que vous pourriez nous exposer vos projets et vos propositions. Merci, cher Jean-Dominique, merci pour cette opportunité de parler de la migration, et en plus en excellente compagnie de Fabien Keller et Fabrice Légeri, avec lequel je partage l'objectif d'une politique européenne, enfin cohésive, unifiée pour l'immigration et l'asile. Cela fait maintenant 4 mois que nous avons présenté nos nouvelles propositions sur le pacte qui ont suscité de vives discussions. Et cet échange d'aujourd'hui est donc une excellente opportunité pour moi de revenir sur certains des aspects clés de nos propositions et en débattre les questions aussi qui posent quelques problèmes pour les uns et les autres. Mon point de départ est la conviction personnelle que l'Europe doit traiter de la question migratoire de manière plus structurée, plus globale. L'Europe est le premier marché mondial le mieux réglementé au monde. Nous avons la deuxième monnaie de référence globale. Nous sommes une superpuissance commerciale. Nous avons le système de protection sociale, d'éducation et de santé le plus élaboré au monde. Mais cette Europe, qui est un exemple pour beaucoup dans ce monde de plus en plus obscur et insécure, toujours, elle est sans une politique de migration. Personnellement, je trouve ça difficile à comprendre. Mais il existe maintenant une priorité, une convergence, je dirais, partout en Europe, dans toute la géographie, par toute la géographie européenne, que le moment est venu
pour l'Europe d'avancer ensemble de façon plus structurée, plus globale vers une politique. Pour le dire simplement, aujourd'hui, plutôt qu'un système européen pour l'immigration, nous avons un non-système européen. Nous avons, c'est ce que nos amis britanniques appellent un patchwork, un ensemble de solutions fragmentées, des solutions réglementaires qui produisent des effets très différents et avec des étapes et des procédures qui ne sont pas connectées entre elles. Le moment est donc venu de nous rassembler autour d'une migration, d'une politique de migration commune, conforme aux valeurs de notre Union européenne et aussi un nouveau départ qui vient, je pense, à un moment important, puisque après la réduction de mobilité que nous vivons à cause de la pandémie, il y aura une explosion de mobilité dans ce monde post-pandémique qui arrive, qu'il faudra gérer. En un mot, le nouveau pacte est comme une maison à 3 étages. Le premier étage de la dimension extérieure, centré sur les partenariats français avec le pays d'origine et de transit. Le deuxième étage, c'est la gestion robuste, coordonnée, et moi je dirais fédérale de nos frontières extérieures. Et puis, en troisième niveau, sont les règles internes rigoureuses, équitables de solidarité, qui garantissent la solidarité effective et assurée entre tous les États membres de l'Union. Si on commence par la première dimension, le volet externe de la politique de migration, et si on veut éviter que des situations comme celles que nous avons connues à Lesbos ou aux îles Canaries ou au Calais se reproduisent à l'avenir, il est indispensable, je crois, d'investir au-delà de nos frontières. L'Europe ne pourra jamais maîtriser le flux migratoire sans avoir des accords de partenariat solides avec nos voisins et le pays tiers d'origine et de transit. Ce travail est déjà en cours. Le mois dernier, la Commission a présenté au Conseil notre première évaluation factuelle sur la coopération avec 39 pays partenaires en matière de réadmission et de retour, afin que nous puissions déterminer ensemble les mesures d'incitation ou de dissuasion à mettre en œuvre pour parvenir à une approche plus équilibrée et plus globale de la coopération en matière de migration dans le cadre de partenariats sur mesure, complets et mutuellement bénéfiques. Dans ces accords de partenariat, l'Europe va mobiliser tous les moyens, tous les outils que nous avons à notre disposition. Pas simplement de l'argent et des investissements, mais aussi de préférences commerciales, de visas, de bourses Erasmus. Nous allons tout faire pour bâtir des partenariats, pour créer plus d'opportunités pour ces gens de rester dans leur pays pour une vie meilleure, au lieu de placer leur vie dans les mains de trafiquants à la Méditerranée. Et à la fois, on veut aussi inciter le pays partenaire, le pays tiers, de renforcer leur système de gestion de frontières pour coopérer avec nous, notamment sur la question de retour et de réadmission. Deuxièmement, la gestion de migration implique également une meilleure gestion de notre frontière extérieure. Pour cela, nous devons compter sur le soutien de notre agence aux frontières, Frontex, le garde-côte, les gardes-frontières européens. En dotant l'agence avec un nouveau mandat, un mandat solide, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour que les États membres disposent des outils nécessaires pour protéger leurs frontières et assurer la sécurité des citoyens européens. Mais notre travail n'est pas encore terminé. La Commission accorde son plein soutien à l'agence pour l'aider à assumer rapidement ces nouvelles missions et permettre que le corps permanent atteigne sans tarder sa pleine capacité de 10 000 gardes-frontières. Je peux tout à fait comprendre la tentation de certains de résister à ce tournant
mais c'est un changement dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est important et c'est urgent. La gestion des frontières est une responsabilité commune et l'Europe a vocation à aider à assumer cette responsabilité, toujours bien sûr dans le respect de nos valeurs et de nos droits fondamentaux. Gérer l'immigration, c'est aussi mettre de l'ordre dans notre maison, à l'intérieur de l'Union européenne, en approchant les règles en matière d'asile et de retour. Le manque d'efficacité des procédures peut entraîner des difficultés et des dysfonctionnements dans le système européen de gestion de l'asile et de la migration et maintenir des personnes dans des situations précaires pendant de longues périodes. Pendant ce temps, les États financent les modalités d'accueil qui sont à la fois très basiques et coûteuses au fil du temps. L'amélioration donc des procédures aux frontières est essentielle pour une gestion humaine et efficace de l'asile et de la migration, ainsi que pour apporter certitude et protection aux migrants et aux réfugiés et garantir un fonctionnement efficace du système dans sa globalité. Enfin, tout système migratoire européen qui se veut crédible doit être en mesure d'assurer une solidarité effective et permanente pour les pays qui, par leur situation géographique, sont le plus exposés aux défis migratoires. Notre point de départ doit être que la solidarité devient la règle du jeu européen. Elle doit devenir la norme. Mais dans nos propositions, nous reconnaissons qu'il est possible de combiner les principes de flexibilité avec la garantie d'une solidarité effective. On ne voit pas ça comme deux notions antithétiques. Ce que les États peuvent faire, c'est choisir, non pas si, mais comment contribuer à la solidarité. Je peux le dire autrement, il y aura plusieurs paniers pour contribution solidaire, mais il n'y aura pas une sortie de secours pour éviter les responsabilités de solidarité. Le nouveau système, donc, doit envisager la migration dans tous ses aspects, de A à Z. Cela signifie également mettre en place des politiques crédibles en matière de migration légale et d'intégration, qui profiteront aux sociétés et aux économies européennes aujourd'hui et sur le long terme. Pour envisager l'avenir et concevoir ce nouveau système qui fonctionnera dans la pratique comme nous l'imaginons, comme un système type circuit où tout est connecté avec tout le reste, nous avons su tirer aussi les leçons du passé. Nous avons abandonné et tiré un trait sur l'ancien système de Dublin. Un système symbolique d'une époque qui faisait peser une charge disproportionnée sur les États membres de la première entrée et qui n'était pas du tout équipé pour faire face aux situations de crise. Sans parler de la nouvelle réalité de flux migratoires mixtes et continuels au quotidien. Le système de Dublin répondait à une époque où les gens qui demandaient l'asile, c'était les gens qui fuyaient de dictatures grecques, espagnoles, portugaises. C'était un monde différent. Le système de Dublin ne peut pas faire face aux défis actuels. Nous tournons donc avec nos propositions une nouvelle page. Et celui-ci, le pacte qui se trouve sur la table du Conseil et du Parlement européen, est conçu comme un système de gouvernance complète et plus efficace, qui garantit la solidarité dans la pratique et à la fois aborde toutes les dimensions du phénomène de façon globale et complète, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union. Depuis que nous avons mis sur la table cette proposition, le 23 septembre, la pandémie a bien sûr quelque peu limité notre capacité à avancer dans les discussions avec toute la force et toute l'ambition et la rapidité que j'aurais personnellement souhaité.
Mais je crois néanmoins que les discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent offrent des perspectives de convergence. Je suis personnellement encouragé parce que je vois une zone d'atterrissage qui s'offre devant nous pour un accord possible. Dans une vie antérieure, j'étais aussi impliqué à la proposition de la Commission de 2016 sous la responsabilité de Jean-Claude Juncker, le commissaire Avramopoulos, qui était une proposition, comment dirais-je, faite par le cœur, une proposition complète, quasi fédérale. Ça ne nous a pas aidé beaucoup. Cette nouvelle proposition est une proposition beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus ciblée. Et justement, je pense que nous offre une possibilité unique de convergence, de nous retrouver autour de ces questions difficiles. Laissez-moi terminer comme j'ai commencé. Le moment est venu pour l'Europe de se rassembler autour de solutions justes et réalistes. La question de migration était et doit rester toujours au premier plan de notre agenda politique. L'Europe a été formée par les migrations. D'une certaine manière, nous sommes tous des enfants et des petits-enfants de migrants. Je suis donc également convaincu que c'est un domaine où avoir plus de l'Europe est tout à fait possible. Et nous avons devant nous deux rendez-vous importants contre les populistes et les forces anti-européennes qui veulent prouver que l'Europe n'est pas capable de gérer ces questions difficiles, les élections en Allemagne au mois de septembre et l'élection présidentielle en France au mois de mai de l'année prochaine. Nous devons gagner ce pari avant ces élections importantes, si possible, pour montrer que l'Europe est capable de résoudre des questions difficiles et compliquées. Merci. Merci beaucoup, monsieur le commissaire et cher ami. Je n'oublie pas non plus que vous êtes né à Thessalonique et que vous avez donc le pays que vous connaissez le mieux, puisque les commissaires ne sont pas des représentants de leur pays, est un pays aussi au cœur des problématiques que vous évoquez. Merci beaucoup. Cher Fabienne Keller, vous êtes l'un des moteurs de la Commission des libertés civiles au Parlement européen, chargé maintenant d'examiner ce paquet avec le Conseil de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez nous exposer d'abord votre expérience, puisqu'il y a encore quelques jours, vous étiez, si je puis dire, sur le front dans les îles Canaries à regarder comment se passent les choses, et puis un peu comment le Parlement européen va l'aborder. Merci beaucoup de me donner la parole. À mon tour, oui, de dire quelques mots sur le travail qui est engagé sur ce nouveau paquet asile. Je vous dirai aussi peut-être quelques mots sur Schengen, le rôle de Frontex, et puis que je serai très convergente avec monsieur le vice-président de la Commission sur le défi de la migration. C'est un dossier dangereux, en fait, parce qu'il est très instrumentalisé par les populistes. Oui, j'étais aux Canaries la semaine dernière, un pays de première entrée, qui a vécu un flux très important, 25 000 personnes venues en quelques mois, et des îles pas du tout préparées à cet accueil. Ils avaient connu un épisode similaire, mais c'était il y a 14 ans, et leur administration n'était pas du tout prête. Et je dois dire que moi, j'ai un parcours d'élu local, donc j'aime bien voir les choses. Et entre dire c'est un pays de première entrée et puis voir la réalité de milliers de personnes qui arrivent dans un territoire qui n'est pas du tout préparé à ça, qui ne s'y attendait pas, et je pense que peut-être que je fais un rêve, que dans nos discussions, la dimension à la fois très humaine et très opérationnelle soit plus présente, parce que je crois que souvent la réalité qu'on met derrière les mots n'est pas la même, suivant l'expérience et le vécu de chacun. Quelques mots donc sur mon évaluation du rapport Dublin, donc désormais mort, on l'a compris, remplacé par un tout nouveau règlement, donc qui lui ressemble quand même un peu. Donc, ce qui m'a permis
mesurer combien, je rappelle Dublin, c'est pour savoir quel est l'État membre responsable d'une demande d'asile, et ça prévoit de pouvoir remettre à l'État membre en théorie responsable, en principe responsable, la charge de la gestion. J'ai pu mesurer l'énorme lourdeur des procédures, leur grand formalisme, alors qu'en fait, on traite une question profondément humaine. C'est des personnes qui aspirent à un mieux vivre, à un nouveau projet de vie qui, malheureusement, pour 2 tiers d'entre elles, n'auront pas accès à l'asile parce qu'elles n'en remplissent pas les conditions. On fait face à des délais qui se cumulent, mettant les migrants souvent dans des situations difficiles de logement, de scolarité pour les enfants. Et puis, c'est une procédure qui ne marchait pas, puisqu'en Europe, en fait, la reprise en charge par l'État responsable se fait à hauteur de 11%. C'est-à-dire qu'on fait une procédure, mais dans 9 cas sur 10, ça n'a pas d'effet. Ce qu'on peut mettre en parallèle avec une autre procédure qui n'est pas très opérationnelle, qui est la procédure des retours, qui est exécutée à 20-30% suivant les États membres, malgré l'appui de Frontex ces 2 dernières années qui ont amélioré ce taux de retour. Avec quelques paradoxes étonnants pour moi, qui suis très européenne. Le dossier d'asile ne fait pas l'objet d'une reconnaissance entre États membres, c'est-à-dire que voilà, une demande est, par exemple, rejetée en France, le demandeur peut redéposer au bout d'un certain délai une demande en Allemagne ou en Belgique. Deuxième constat, ça manque de confiance. Enfin, il y a des marges de progrès importantes dans la confiance entre les États membres, dans la gestion des procédures. Et enfin, on est sur un sujet et des administrations qui mettent en œuvre qui sont très régaliennes, c'est-à-dire plutôt centrées sur la dimension nationale que sur la dimension européenne. Alors, Schengen et la politique d'asile et de migration. Notre politique commune, qu'on souhaiterait pouvoir réussir, je crois qu'on ne peut pas se permettre une deuxième fois de ne pas déboucher. L'autre face, c'est le miroir de la politique de libre circulation au sein de la zone Schengen. Schengen, dont on peut rappeler que ça fait l'objet d'un large consensus, que ça a permis la prospérité économique, un certain rééquilibrage au sein de l'Union européenne, un projet politique aussi, même si à l'occasion de la crise du Covid, on a vu un certain nombre de reculs, des mauvais réflexes de retour aux frontières nationales. Alors moi, j'habite à Strasbourg, donc je voudrais défendre ici une vision plus européenne. On a des territoires de vie transfrontaliers qui sont des bassins plus pertinents pour la gestion de la crise sanitaire que la frontière historique et même dépassée. Cet espace Schengen commun fait que l'entrée dans l'espace peut être assez éloignée. En fait, il se situe à la frontière extérieure de l'Union européenne, et j'aime à dire qu'une chaîne a la force de son maillon le plus faible. Donc, c'est toute l'Europe qui connaît comme point d'entrée les pays dits de première entrée, c'est-à-dire plutôt les pays méditerranéens, Italie, Espagne, Malte, Chypre et Grèce, bien sûr. Ça veut dire que le soutien, pour moi, aux pays de première entrée doit être total. En soutenant ces pays, on n'aide pas les pays en question. On aide notre politique européenne partagée de frontières communes. Alors, la place de Frontex, c'est une agence très importante, je le dis en présence de son directeur général. Elle a connu une réforme de son mandat, comme nous allons le faire pour Europol et EASO, l'agence d'asile, bientôt, avec un projet politique, vous l'avez rappelé, Monsieur le vice-président, porté par Jean-Claude Juncker, de mieux protéger nos concitoyens. C'est une taille d'agence qui est importante, et je voudrais souligner que c'est une agence très opérationnelle, ce qui m'apparaît comme complètement inhabituel dans les institutions européennes, où d'habitude, nous, Parlement européen, par exemple, nous légiférons, puis nous confions aux États, qui eux-mêmes confient à des collectivités territoriales ou des agences nationales la mission de mettre en œuvre. Eh bien là, pas du tout. Cette agence européenne, elle est sur le terrain,
vous nous donnerez les chiffres peut-être, monsieur le directeur général, mais avec, j'imagine, des milliers d'opérations chaque année, avec des bateaux, des avions, des agents qui sont sur le terrain en charge de la mise en œuvre de la règle, dans des secteurs souvent compliqués, qui font l'objet de conflits de territoire. On pense à ce qui se passe dans la mer Égée, par exemple, à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Et puis aux Canaries, j'ai compris qu'il y avait un sujet aussi, par exemple, de conflits de territoire liés au Sahara occidental. Enfin, il y a plein de conflits locaux qui peuvent se mêler à vos missions. Votre mission, donc, qui s'est considérablement élargie par le nouveau mandat, dont j'aime à rappeler que les interventions sont toujours à la demande et sous le commandement de l'État membre, mais qui récemment ont fait l'objet de nombreux articles de presse, plutôt polémiques. Je voudrais souligner à cet égard que nous avons besoin d'une agence Frontex solide, opérationnelle, que chaque fait, par exemple les allégations de pushback, mérite d'être analysé, mais qu'il faut le faire sereinement, professionnellement, et que s'il y a des enquêtes d'autres organismes européens, eh bien c'est bien naturel. L'agence a des pouvoirs considérables, des contre-pouvoirs sont mis en place, ils doivent assurer leur mission, mais on ne doit pas juger les conclusions avant que les travaux soient réalisés et que les résultats soient publiés. Donc, je voudrais appeler là une certaine forme de professionnalisme, enfin de méthode dans le travail. À cet égard, le Parlement européen a créé un scrutiny group qui a vocation à exister longtemps, enfin qui est définitif. Moi, j'ai plusieurs fois réagi au fait que je trouvais qu'on ne prenait pas le temps de comprendre en commission au Parlement européen la complexité des opérations de Frontex, et ce scrutiny group pourra, dans les prochains mois, examiner un certain nombre de dossiers spécifiques d'actualité concernant Frontex, mais sur le moyen et long terme, suivre l'activité et la montée en puissance de l'agence. Dernier mot plus politique. Moi, il m'apparaît en tant qu'élu que la migration, ce n'est pas un sujet familier pour les Européens. On connaît bien l'Europe, l'école, pardon, on connaît bien l'hôpital, mais la migration, on la voit un peu à la télé. Parfois, si on est bénévole dans une association, on a une expérience humaine. Et je crois que nos concitoyens sont tous partagés entre l'inquiétude quand ils voient des images de migrants très nombreux dans une gare ou un port, et puis des sentiments très, très humains, très compassionnels quand ils voient le petit Aylan. Vous vous souvenez de ce petit enfant mort noyé, qui avait, dramatique, échoué sur une plage. Donc le regard sur la migration est plein de sentiments très, très contradictoires, ce qui permet à certains moments, dans certaines circonstances, aux populistes d'agiter des chiffres effrayants et des peurs, menaces d'invasion, remplacement civilisationnel, décorrélés de la réalité de la situation. C'est comme ça qu'on observe dans tous nos États membres, sur la base de ces argumentaires, un renforcement de l'extrême droite. C'est Vox en Espagne. J'étais aux Canaries, on m'explique que Vox a plus de voix qu'avant, parce que voilà, la présence de migrants génère une réaction. Donc, nous ne devons pas laisser de l'espace à ces populistes qui veulent démolir l'Europe. Il s'agit pour nous, de manière assurée et construite, de proposer à nos concitoyens une politique ferme et humaine à la fois, des règles que nous nous donnons les moyens d'appliquer, mais en accompagnant les personnes qui arrivent en Europe, même si elles ne peuvent pas rester, de manière humaine et respectueuse de chacun. C'est dans cet esprit que j'espère que nous pourrons tous ensemble avancer. Je sens la détermination très forte du côté de la Commission. Et en tout cas, c'est dans cet esprit que je souhaite travailler au Parlement européen. Merci beaucoup, Madame la députée, chère Fabienne Keller. Vous avez indiqué tous deux que l'Union se dotait d'un nouvel instrument qui va avoir beaucoup plus de prérogatives et de compétences que l'agence Frontex.
Donc, Fabrice Leggeri, pouvez-vous nous expliquer comment Frontex est en train de se transformer conformément aux règlements qui ont été votés au Parlement et au Conseil, en train de se transformer d'une simple agence de surveillance à une véritable agence de garde-côtes, de garde-frontières, comme la précédente commission et son président Jean-Claude Juncker l'avait assez bien anticipé. J'ai l'impression que c'est totalement nouveau pour l'Union européenne et que ça n'est d'ailleurs pas sans susciter beaucoup d'émotions ici ou là. Expliquez-nous concrètement ce que vous faites et ce que vous allez faire. Merci beaucoup, cher Jean-Dominique, pour cette invitation, tout d'abord. Et je souhaiterais aussi remercier Margaritis Schinas et Fabienne Keller qui ont très largement déjà planté le décor et le rôle attendu par les institutions de l'Union européenne par rapport à ce que peut faire Frontex. Je voudrais tout d'abord rappeler que la raison d'être finalement de l'agence Frontex, c'est d'être un bras opérationnel de l'Union européenne pour soutenir ses États membres dans cette responsabilité partagée qu'a évoquée Margaritis Schinas, qui est la gestion des frontières extérieures. Et quand on dit frontières extérieures, ça renvoie bien évidemment à l'espace Schengen, ça renvoie à notre espace de liberté, de sécurité et de justice. Et donc, en réalité, le rôle de Frontex, c'est de contribuer à un fonctionnement optimal des frontières extérieures, c'est-à-dire un fonctionnement qui soit capable de traiter les problématiques d'immigration irrégulière, y compris l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, j'y reviendrai, mais également le rôle de Frontex, c'est de contribuer à la lutte contre la criminalité aux frontières extérieures, y compris une contribution contre le terrorisme. Et puis, de façon plus générale, le rôle de Frontex, c'est aussi d'aider l'Union européenne et ses États membres à se doter de capacités de contrôle et de surveillance des frontières, avoir des frontières modernes, et par exemple aussi faire en sorte que nous ayons des outils et des technologies modernes pour accueillir rapidement les personnes qui ont un droit à entrer dans l'Union européenne et les voyageurs bona fide. Alors finalement, Frontex, depuis sa création en 2005, a beaucoup grandi, a beaucoup évolué. Je dirais que ça n'est plus aujourd'hui, et ce sera de moins en moins dans le futur, une agence simplement appelée à la rescousse quand il y a une crise. Et quand il y a une crise, particulièrement de nature migratoire, et en appelant parfois l'agence un peu trop tard, comme ça a parfois été le cas dans le passé. Bien au contraire, avec Frontex aujourd'hui, dans le futur, et surtout avec le corps européen, et j'y reviendrai, l'Union européenne a un outil permanent qui est un partenaire opérationnel des États membres. L'évolution de l'agence a été assez spectaculaire, vous l'avez dit, Jean-Dominique Giuliani, par les moyens qui ont été décidés à partir de 2015-2016 par la Commission européenne. Nous avons aujourd'hui, par exemple, 1100 gardes-frontières et gardes-côtes qui sont déployés aux frontières extérieures de l'Union européenne, là maintenant, au moment où nous parlons, alors que, par exemple, au début de la grande crise migratoire qui a frappé la Grèce lors de l'été 2015, l'agence arrivait péniblement à déployer 300 gardes-frontières et gardes-côtes qui étaient mis à disposition par les États membres. Nous avons eu aussi une croissance très importante de notre budget, de nos moyens. Nous sommes aujourd'hui à plus de 500 millions d'euros par an, alors que le budget qui avait été voté, par exemple, pour l'année 2015, avant la crise, était de 94 millions. Nous avons aujourd'hui 1300 personnels de Frontex, dont 500 ont vocation à être déployés. Donc, ce ne sont pas des administrateurs ou des personnes qui sont dans des bureaux, mais ce sont des personnels qui ont vocation à être aux frontières extérieures, à faire un travail donc de nature tout à fait opérationnelle. Donc ça, c'est l'évolution de l'agence, disons, particulièrement depuis 2015-2016. Alors, qu'est-ce qui est déjà réalisé? Et puis, je vous dirai aussi ce qui est en cours de réalisation et ce qui reste à faire. Ce qui est déjà réalisé, c'est d'avoir des opérations pilotées par Frontex, déployées par Frontex, aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, donc je pense aux aéroports. C'est d'avoir développé des fonctions de garde-côte européenne avec d'autres agences de l'Union européenne, comme l'agence maritime de sûreté maritime européenne ou l'agence européenne de contrôle des pêches, et c'est d'avoir développé assez fortement
la fonction de l'éloignement, donc le retour des étrangers en situation irrégulière pour lesquels les autorités nationales ont pris une décision d'éloignement. Il y a également quelque chose de très important qui est, depuis 2019, la stratégie technique opérationnelle de gestion intégrée des frontières extérieures. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que ça nous met tous ensemble, c'est-à-dire toutes les autorités nationales des États membres et l'agence Frontex, mais aussi avec les institutions de l'Union européenne, ça nous met dans un même univers avec un même objectif pour la gestion des frontières. En réalité, nous avons un concept qui nous permet de dire nous devons, disons, avoir du renseignement, avoir de l'information, recueillir de l'information pour savoir ce qu'il se passe aux frontières extérieures, ce qui entraîne ensuite une réponse opérationnelle sur le terrain, donc des moyens, des femmes et des hommes, des équipements, des bateaux, des avions qui sont déployés. Et puis, nous devons construire, c'est toute la dimension au niveau européen, mais l'agence a un mandat pour cela, de construction capacitaire de moyens donc, et de personnel formés pour gérer les frontières. Il y a aussi quelque chose qui est très important depuis le mandat de 2016, c'est ce qu'on appelle l'étude de vulnérabilité, qui est en réalité un audit que l'agence fait en permanence sur la manière dont les États membres utilisent leurs capacités aux frontières extérieures, et l'agence peut faire des recommandations qui sont obligatoires, et si les États ne les respectent pas, le directeur de l'agence peut les faire monter au niveau politique, parce que ce qui est à la clé, c'est finalement le bon fonctionnement de l'espace Schengen. Il y a eu, alors en termes de résultats, par exemple en 2020, et pour vous donner quelques chiffres sur l'étendue de nos missions, puisque nos grandes opérations sont par exemple Poséidon en Grèce, où nous avons en général entre 700 et 800 personnels déployés. Nous avons comme grande opération également Thémis en Italie, où nous avons en général 150 à 200 personnels déployés. Nous avons Indalo en Espagne, plus depuis le mois de novembre des déploiements également aux îles Canaries. Et en Espagne, nous avons actuellement 250 personnels qui sont déployés, dont à peu près 200 en Espagne continentale et bientôt 50 aux îles Canaries. Alors, avec tout ce personnel, nous avons pu, par exemple, au titre de nos fonctions de garde-côte, sauver 13 000 vies en mer Méditerranée lors de l'année 2020. Nous avons pu éloigner 12 000 migrants en situation irrégulière pour lesquels les États avaient pris des décisions d'éloignement. Nous avons contribué à l'arrestation de 750 trafiquants d'êtres humains, 450 trafiquants de drogue. Nous avons contribué à l'interception de 147 tonnes de drogue aux frontières extérieures, 146 armes et près de 4000 faux documents interceptés grâce à Frontex aux frontières extérieures. Il y a eu également 38 millions de cigarettes de contrebande qui ont été interceptées grâce à la contribution de Frontex en soutien des États membres. Et puis, nous avons aussi, depuis 2019, des opérations dans les Balkans, donc hors de l'Union européenne. C'est la mise en œuvre d'un nouveau mandat qui nous a permis, depuis 2019, d'avoir une opération en Albanie. La commissaire Johansson l'a visitée il y a quelques jours. Et puis, nous avons également 2 opérations au Monténégro, une terrestre à la frontière avec la Croatie et une autre maritime en mer Adriatique qui est très active dans la lutte contre le trafic de drogue entre, entre les Balkans et l'Italie. Nous avons également développé des capacités de surveillance aérienne et par exemple, nous avons effectué 1030 vols aériens donc en 2020 avec des capacités aériennes autonomes de l'agence. Donc ça veut dire que grâce au mandat qui lui a été donné déjà depuis 2016 et grâce aux moyens budgétaires qui ont été proposés à l'époque par la Commission et qui ont été votés par l'autorité budgétaire et donc aussi par le Parlement, eh bien, nous avons pu contribuer à la surveillance qui permet soit de réaliser des interceptions de flux d'immigration irrégulière, soit permet de lutter contre la criminalité. Et en général, moitié-moitié de ces opérations de surveillance aérienne contribuent soit à la détection d'immigration irrégulière ou malheureusement beaucoup de cas de détresse en mer en Méditerranée, ou bien l'autre moitié, ce sont des cas de lutte contre la criminalité avec des arrestations, de trafic d'armes, de trafic de drogue, etc. Nous avons également commencé à mettre en place, et ça va se poursuivre, cette planification des moyens, des capacités. Donc, nous avons réalisé l'étude des risques, l'analyse stratégique des risques qui a été donc livrée à la Commission européenne, qui maintenant travaille sur le cycle politique de la gestion intégrée des frontières extérieures.
Mais ça veut dire que l'agence contribue à préparer la planification de l'acquisition des moyens, du type de moyens, du type d'équipements qui sont nécessaires, à assurer une interopérabilité opérationnelle entre les États membres et l'agence et entre les États membres eux-mêmes, parce que nous avons cette garde frontière et cette garde-côte européenne qui est en fait le réseau de toutes les autorités nationales contribuant à la surveillance des frontières et maritimes, plus l'agence. Donc nous sommes la grande famille des gardes-frontières européens et des garde-côtes européens. Et dans ce cadre-là, il y a aussi le cadre financier multiannuel de l'Union européenne qui permettra de financer tout cela. Donc c'est pour vous montrer que l'agence Frontex est un outil opérationnel au service des politiques publiques de l'Union européenne en matière de frontières et d'immigration. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, nous sommes en train de déployer le corps européen. Le corps européen a un objectif ambitieux, 10 000 personnels à la fin de l'année 2027, et il est constitué par 3 catégories de personnel. La première catégorie, et c'est une révolution, j'ai envie de dire c'est un peu un ovni dans l'univers des agences européennes et dans l'univers de l'administration européenne. Ce qui parfois d'ailleurs n'est pas bien compris et peut donner l'impression que, ma foi, on ne respecte pas tout à fait les règles, évidemment, puisqu'on a besoin de règles nouvelles et que la comparaison pour gérer des personnels en uniforme, gérer des personnels qui sont autorisés à faire usage de la force et des personnels européens, agents publics européens, qui sont autorisés à avoir un port d'armes à feu, eh bien tout ça, l'exemple, on le trouve, ou les références, on les trouve plutôt du côté des autorités nationales de police et de garde-frontières. Et malheureusement, le droit européen est un petit peu dépourvu pour le moment. On le développe. On travaille très étroitement avec la Commission européenne pour le faire. Mais c'est vrai que c'est un défi. Alors, dans cette catégorie 1, nous avons aujourd'hui 500 employés de Frontex, dont 260 sont déjà prêts à être déployés. Plus d'une centaine sont déjà totalement déployés. Et l'autre est en train de terminer, disons, une familiarisation avec le terrain parce que nous sommes en train de préparer de façon effective l'octroi des ports d'armes à feu et la remise des armes. Donc, vous pouvez imaginer que c'est quand même quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'administration européenne d'avoir des personnels européens en armes. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite la plus grande précaution, y compris sur la sélection des personnels et sur les tests psychologiques qui sont réalisés, ainsi que les enquêtes auprès des États membres. La deuxième catégorie, donc dans le corps européen, alors dans le corps européen, il y aura à terme 3000 employés, agents publics européens, employés directement par Frontex. Donc 3000 sur les 10 000 à terme en 2027. Catégorie 2, ce sont les États membres qui mettent à disposition pour une durée de 2 à 4 ans des gardes-frontières ou des gardes-côtes. Et nous en avons aujourd'hui 400 qui sont déjà déployés sur le terrain. Et enfin, la catégorie 3, ce sont des personnels nationaux qui sont mis à disposition pour une durée réduite de 4 mois par an au maximum. Et si vous voulez, c'est un peu à la demande en fonction des crises, en fonction des besoins saisonniers. Mais on a la colonne vertébrale avec les agents employés par l'Union européenne Frontex et les agents mis à disposition jusqu'à une durée de 4 ans par les États membres. Alors, il y a des nouvelles missions dont l'agence est responsable et que l'agence découvre, et je dois aussi dire qu'elle apprend, dans le domaine de la logistique, dans le domaine également de la supervision de l'usage de la force. Nous avons également le mandat de l'officier des droits fondamentaux et des moniteurs des droits fondamentaux qui est en train de se développer parce qu'il y aura des contrepoints, comme l'a dit Fabienne Keller, il y a des contrepoids à ce pouvoir assez exceptionnel de l'usage de la force. Et puis, il y a aussi d'autres nouveaux mandats qui sont au-delà ou à côté, si je puis dire, du corps européen. Et je voudrais dire un mot sur ETIAS et sur l'interopérabilité des bases de données. On assiste aujourd'hui à une révolution technologique, digitale, de la gestion des frontières extérieures. Ceux d'entre vous qui ont voyagé aux États-Unis et ne sont pas soumis à visa, c'est le cas des ressortissants français, pour entrer aux États-Unis, remplissent un formulaire ESTA, donc c'est une demande d'autorisation électronique que l'on obtient en ligne sur un site internet officiel. Eh bien, l'Union européenne va avoir le même système normalement à partir de la fin de l'année 2022. Et c'est Frontex qui va héberger l'unité centrale européenne de ce système ETIAS, avec un système
de réseau vis-à-vis des autorités nationales de tous les États membres. Et notre rôle sera de traiter manuellement les autorisations qui ne peuvent pas être traitées automatiquement par la consultation automatique des différentes bases de données et de sécurité européennes. Donc ça, c'est quelque chose qui va révolutionner le travail des gardes-frontières. Également, avec l'interopérabilité, il va falloir que nos propres agents, Frontex, agents publics de catégorie 1, aient totalement accès à toutes les bases de données de l'Union européenne qui sont pertinentes. Alors, nous avons déjà accès au système d'information Schengen et le législateur européen a déjà pris des dispositions, mais on voit bien que pour contribuer non seulement à la lutte contre l'immigration irrégulière, mais aussi pour contribuer totalement efficacement à la lutte contre la criminalité et à la prévention du terrorisme, ce que nous faisons, eh bien, il faut que nous puissions avoir accès à un maximum d'informations. Et il faut, au-delà d'avoir accès à ces informations et à ces données personnelles, il faut que nous puissions remplir, alimenter les fichiers à chaque fois que le corps européen aura contrôlé une personne qui entre ou qui sort. Il y a également un autre dossier qui est en cours, enfin une autre mission, c'est FADO, c'est la base européenne de données des faux documents que nous héritons du secrétariat général du Conseil. Donc historiquement, elle a plus de 20 ans et il faut en fait reconstruire, mais ce n'est pas seulement reconstruire la dimension informatique, c'est surtout tout le concept. Et donc doter l'ensemble des forces nationales et le corps européen d'une base de données moderne qui permettra donc d'avoir en expertise Frontex qui viendra appuyer les gardes-frontières de première ligne. Alors, en conclusion, peut-être, moi je souhaiterais dire que par rapport à asile et migration, eh bien, la frontière extérieure en particulier, joue un rôle, mais évidemment, la frontière extérieure est l'un des outils. Comme l'a dit le vice-président Skinas, la frontière extérieure est l'un des éléments dans la maison à plusieurs étages, qui est le pacte asile-migration. Et la frontière est un lieu où l'agence Frontex et le corps européen, comme nous le faisons déjà dans les hotspots en Grèce et en Italie, nous pouvons soutenir les États avec donc des auditions de migrants, nous pouvons faire les contrôles, comme je le disais, dans le système d'information Schengen, nous prenons les empreintes digitales. C'est extrêmement important d'enregistrer dans Eurodac parce que ça permet ensuite aux autorités chargées de l'asile de pouvoir traiter, parce que ça veut dire qu'il y a un dossier déjà qui existe. Et puis, ça permet aussi, puisque c'est dans notre mandat, d'avoir des informations en vue de l'éloignement, si les personnes n'ont pas droit au statut de réfugié ou si les personnes n'ont droit à aucun titre de séjour. Donc ça, notre rôle, c'est dans la contribution à la maîtrise des flux migratoires, mais je pense qu'il faut bien comprendre la polyvalence du rôle du garde-frontière. Le garde-frontière ou le garde-côte, parce que c'est coûteux, parce que c'est complexe, parce qu'il y a derrière à la clé des moyens parfois très onéreux qui sont déployés, des avions, des bateaux, des drones, etc. Il faut que nous puissions contribuer également à la lutte contre la criminalité, à la prévention du terrorisme. Et donc, en réalité, il faut vraiment qu'on soit, et que l'Union européenne soit pleinement consciente que le corps européen contribuera pleinement, comme c'est le souhait de la Commission, comme l'a redit le vice-président Skinas, contribuera pleinement à la mise en œuvre du pacte asile-migration, mais il contribuera aussi à l'Union pour la sécurité et il contribue aussi à sa façon, ce corps européen, à la dimension maritime de la sûreté européenne. Et donc, je crois que vraiment nous sommes à un moment charnière et il est vraiment très important que les citoyens européens qui nous écoutent sachent que l'Union européenne a réalisé dans les 4-5 dernières années de très grands progrès, que l'Union européenne a aujourd'hui une capacité de protéger notre espace de liberté, de sécurité et de justice. Et en fait, je dirais, Frontex, le corps européen, protège nos libertés, notre sécurité et notre espace de justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que cette dernière intervention est très complémentaire des deux premières. Je pense qu'on va y revenir. Il y a énormément de questions qui sont déposées. J'essaie de les rassembler. Et pardon déjà à ceux qui s'estimeraient non entendus. J'ai transmis au préalable les questions et vous avez vu que les orateurs ont bien voulu déjà y répondre en partie. Mais je me tourne vers le vice-président de la Commission européenne et ensuite vers la représentante du Parlement européen, Fabienne Keller.
Vous avez dit, cher Margaritis Schinas, que le précédent plan de la précédente commission, qui s'appuyait sur le droit, qui avait été voté régulièrement, qui a été consacré par la Cour de justice, en fait, avait créé des divisions au sein de l'Europe et n'avait pas donné lieu à d'application ou à d'avancées concrètes. Je crois que tout le monde l'a reconnu. Et vous repartez sur une nouvelle base avec un projet global extrêmement ambitieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées par nos internautes dans ce que vous appelez le partage des responsabilités et la solidarité, c'est-à-dire les contributions flexibles des États à une politique migratoire? Est-ce que vous êtes plus optimiste pour le faire accepter par tout le monde? Comment allons-nous faire? J'ai beaucoup de questions pour convaincre, par exemple, la Pologne, la Hongrie, certains pays d'Europe centrale, qui ont aussi des députés européens, cher Fabienne Keller, d'adhérer à ce nouveau pacte. Est-ce que vous êtes optimiste et est-ce que vous envisagez de nouveaux moyens de conviction et de partage de ces responsabilités de manière à ne pas faire peser toujours sur les mêmes le poids de flux migratoires qui peuvent être excessifs? Tout d'abord, je dois confesser que je suis un optimiste par nature. Je ne partage pas ce qu'on appelle l'attraction intellectuelle du pessimisme qui règne parfois à Bruxelles, dans la bulle bruxelloise. Si quelqu'un est plus pessimiste, ça fait plus moderne, plus trendy. Moi, j'ai toujours assumé, et je pense le résultat a plutôt validé mes convictions, toujours la narrative et l'approche optimiste des choses. Oui, donc je suis beaucoup plus optimiste pour ce deuxième essai par rapport à celle du 2016, pour 2-3 raisons très concrètes. Tout d'abord, en 2016, pour revenir dans mon métaphore de bâtiment en 3 étages, dans notre proposition du pacte, les 2 premiers étages, relations extérieures et frontières, sont des questions importantes de responsabilité, auxquelles vient s'ajouter le 3e étage de solidarité. Alors le dosage, si vous voulez, l'équilibre entre responsabilité et solidarité est beaucoup plus consolidé, mieux construit aujourd'hui, cette fois, qu'en 2016. En 2016, il faut l'avouer, on a demandé la solidarité, mais nous n'étions pas en mesure de prouver, surtout au capital qui était plutôt réticente, que les éléments de responsabilité étaient présents. Parce que Frontex n'était pas si important comme c'est le cas maintenant, parce que nous n'avions pas de relation avec le pays tiers encore. Alors, c'était un peu un départ, un peu, je dis, on peut l'appeler romantique, une proposition faite par le cœur, etc. Mais cette fois, ce dosage est beaucoup plus donné, beaucoup plus acquis. Deuxième différence, à l'époque, on sortait d'une des crises les plus importantes au niveau européen avec le collapse total de la Syrie et les chiffres, l'explosion de flux migratoires en 2015-2016 qui avait un effet de contamination du débat public, sans doute. Maintenant, le pacte vient dans un moment où l'atmosphère politique, la pression atmosphérique est moins pesante. Les flux sont beaucoup plus maîtrisés et nous pouvons fixer le toit maintenant que la pluie est plus ou moins arrêtée, comme disait Juncker. Alors, encore une raison d'optimisme. La pression ambientale est plus facile à gérer. Et finalement, parce qu'avec la commissaire, on a fait un tour des capitales, on a consulté Urbi et Orbi, le pacte, le produit de la consultation la plus extensive, la plus importante à l'histoire de la politique de migration. Et on n'a pas senti cette fois de non catégorique. On n'a pas vu les lignes rouges.
on a vu une certaine tendance vers un compromis, vers une convergence. La pandémie n'a pas aidé cet esprit de convergence parce que dans ce dossier, il faut se voir les yeux dans les yeux, il faut organiser de petites réunions dans de petits restaurants, dans les couloirs du Parlement européen souvent. Tout ça, ce n'est malheureusement pas possible, mais il y a cette notion de convergence qui nous fait croire que nous ne serons pas loin de l'accord sur le pacte. Fabienne Keller, vous ressentez la même chose au Parlement européen, cette volonté cette fois-ci d'arriver à convaincre tout le monde, y compris des plus réticents, pour être plus efficaces ensemble? Il y a clairement, oui, conscience de notre responsabilité, conscience en tout cas chez un certain nombre d'entre nous que nous ne pouvons pas cheminer indépendamment du Conseil, puisqu'il faut rappeler, le paquet précédent, il n'a pas échoué au Parlement, le Parlement, il a rendu ses rapports. Sauf qu'il n'était pas du tout en match, il était trop éloigné de l'état d'esprit du Conseil. Donc, on a conscience de cette responsabilité. Je pense qu'il faut élargir le débat. Moi, j'encourage un maximum de débats à l'échelle nationale avec les acteurs locaux, que ce soit des ONG ou des collectivités locales, hein, très concernées par l'accueil des réfugiés, mais aussi l'accueil de toutes les personnes qui sont sans droit aujourd'hui, qui sont nombreuses sur... Parlons-en. Comment éviter d'en arriver là? Eh bien, c'est en réglant la question à la frontière. C'est la partie du pacte qui est difficile, hein, difficile à accepter, mais c'est la réglementation aux frontières. Là, je voudrais donner un exemple. On parle de procédure sur 3 mois hein, pour les personnes venant de pays qui ont une faible probabilité de recevoir le statut de réfugié, une procédure accélérée aux frontières, 12 semaines pour la première demande, 12 de plus pour le recours. Ça voudrait dire que dans une durée d'une demi-année, on gérerait l'ensemble de la procédure. Je fais un rêve, avec l'hypothèse du retour organisé. Si on est à 6 mois au lieu de plus d'1 an actuellement, ça veut dire que dans les pays de première entrée, la population à un moment donné de personnes migrantes serait divisée par 2. Donc leurs conditions d'accueil, les logements, etc., seraient beaucoup plus facilement gérables. Je pense que c'est des ordres de grandeur qu'il faut qu'on ait en tête. C'est en gérant mal, en fait, qu'on est complètement en difficulté par rapport à l'accueil, parce qu'on gère tout ça très lentement. Les gens sont super mal. Quand vous êtes pendant 2 ans à Lesbos, bah oui, vous avez des problèmes psychologiques sérieux, parce que personne ne peut vivre 2 ans dans de mauvaises conditions sanitaires, avec aucun projet de s'en sortir, pas de projet de vie. Donc, il y a une cohérence d'ensemble dans ce projet qui nécessite qu'on ait la volonté collective de le mettre en œuvre. La solidarité, franchement, chère Margaritis Chinas, ce sera compliqué hein, avec la Pologne et la Hongrie. Voilà. On le sait, il paraît qu'ils ont déjà évolué plus durement. Mais bon, de toute façon, ils n'accueillent pas beaucoup de demandeurs d'asile actuellement, hein, parce que les demandeurs ne veulent pas forcément rejoindre des pays où ils ne sont pas bien accueillis. Il faut néanmoins obtenir un accord au Conseil, mais je fais confiance aux qualités de diplomates des commissaires. Mais il y a peut-être un moment aussi, il ne faut pas monter jusqu'au niveau du Conseil des chefs d'État, mais peut-être envisager des décisions là où c'est possible à majorité qualifiée pour avancer. Et puis surtout rentrer dans une démarche, je le répète, de confiance. Les pays de première entrée n'accepteront pas d'avoir des lieux de traitement des procédures s'ils n'ont pas le sentiment que pour la partie des personnes qui ont plus de chances d'avoir l'asile, la solidarité fonctionne, s'ils n'ont pas le sentiment qu'en cas de crise, cette solidarité sera tout de suite mise en place. Donc, il y a il faut que nous adhérions au projet dans son ensemble, et cette capacité que vous avez évoquée, cette volonté surtout de discuter avec les pays d'origine, hein, de lutter contre les passeurs, d'expliquer aux personnes qui tentent de venir que cela n'a pas de sens. Enfin, c'est la cohérence d'ensemble qui peut assurer l'adhésion des États membres. Et je pense à nouveau qu'on peut passer par les peuples, hein, on peut expliquer ça à nos concitoyens européens pour qu'ils encouragent leur gouvernement à accepter une organisation assumée de la politique d'asile et de la migration pour remplacer la mauvaise gestion actuelle. Monsieur le commissaire, j'ai fait les comptes
Entre 2014 et 2020, l'Union européenne, dans son budget, a consacré 14 milliards d'euros aux questions migratoires, c'est-à-dire pratiquement 4 fois plus que la période précédente. Dans les perspectives financières actuelles, vous avez aussi, si je crois bien, et si vous pouvez nous le confirmer, mis des moyens nouveaux à la disposition des États membres. N'est-ce pas une manière aussi de convaincre que si nous mutualisons nos moyens avec de l'argent du budget européen, nous aurons peut-être plus de facilité à faire une régulation de la migration qui soit à la fois ferme et à la fois généreuse aussi et respectueuse des droits. Sans doute, la question de ressources et le renforcement budgétaire joue un rôle fédérateur dans l'émergence de cette politique unifiée européenne qu'on veut voir. Prenons l'agence Frontex comme exemple. Frontex est le grand gagnant de la négociation budgétaire pour les 7 années à venir. Ils ont obtenu un budget qui s'approche à 6 milliards d'euros. Ils auront 10 000 effectifs permanents. Ça démontre une certaine volonté de faire plus ensemble. Ceci étant dit, je ne partage pas cette opinion selon laquelle l'argent communautaire offre la solution aux problèmes communautaires. L'Europe a eu tendance traditionnellement d'essayer de surpasser un peu, dévier ces difficultés politiques en signant des chèques financières. Ça marchait parfois, mais je ne pense pas qu'ici, dans le domaine de la politique de la migration et de l'asile, on va résoudre les questions compliquées, difficiles, complexes, avec de renforcement budgétaire. Je connais aussi la sensibilité des pays du Sud de la première entrée. Là aussi, il y a un sentiment que l'argent de l'Europe n'est pas la solution européenne, parce qu'il y a déjà de forces populistes et d'autres qui emploient l'argument selon lequel ceux qui ne veulent pas assumer les responsabilités d'une solidarité permanente efficace, ils signent un chèque financier et ils pensent qu'ils font leur devoir. Alors, je comprends cet argument et c'est pour ça que j'insiste sur cette idée d'une solution holistique, cohésive. Le 3 étages. C'est très important que la solution du compromis, l'accord européen final, contienne les 3 dimensions. Pays tiers d'origine de transit, gestion conjointe de frontières extérieures et procédures aux frontières souples et accélérées. Et troisièmement, responsabilité, solidarité et partage du poids de solidarité entre tout le monde. C'est ça, ce sont les 3 piliers de la solution institutionnelle qu'on cherche. L'argent aide, mais ce n'est pas la solution en tant que telle. Il y a beaucoup de questions aussi sur les accords passés avec les pays extérieurs, donc la Turquie, la Libye. Il y a énormément de questions qui sont posées sur le site. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est un peu la philosophie, même s'il s'agit beaucoup de pragmatisme en réalité, la philosophie de ces accords, car on lit et on entend beaucoup de choses fausses sur on paye la Turquie, on s'en remet aux gardes-côtes libyens, etc. C'est pas ça que nous faisons aujourd'hui. Non, pas du tout. Il n'y a pas moyen, et ce n'est pas juridiquement permis et éthiquement non plus, pour l'Europe de sous-contracter la politique migratoire aux pays tiers. Nous ne le ferons jamais. Ce n'est pas notre Europe. Par contre, c'est important de trouver des accords de partenariat ou des arrangements avec le pays d'origine du transit et le voisin. Il s'agit
vingtaine, 25 pays, avec lesquels il faut calmement définir une priorité conjointe. Je dis dans ma présentation initiale que ces accords doivent, couvrir la possibilité pour la jeunesse de ce pays d'avoir plus de possibilités de faire une vie décente dans ce pays. Il faut offrir pas simplement l'argent, mais aussi des conditions qui vont avoir avec les visas, la mobilité agréée, les schémas de migration légale, de préférence commerciale, de bourse Erasmus. Il faut construire une offre pour chacun de ce pays qui aide la société et à la fois aider le gouvernement de ces pays de renforcer leur système de gestion de frontières, de garde-côtes, de retour et de réadmission pour pouvoir s'engager avec nous sur une gestion conjointe de la migration qui est win-win, qui n'est pas simplement bonne pour nous, pour l'Europe, mais pour eux aussi. Alors, c'est le premier étage du bâtiment. On a essayé dans le passé avec les Trust Funds, vous vous souvenez, en Afrique, en Syrie, ça n'a pas marché parce que c'était plutôt des approches fragmentées et très thématiques. Ici, il faut des partenariats plus multidimensionnels, plus globaux, plus importants. Et nous sommes disposés à le faire. J'étais au Conseil des affaires étrangères, du ministre des Affaires étrangères la semaine passée, où pour la première fois, on a parlé migration. On a un conseil jumbo, ministre des Affaires étrangères et ministre des Affaires intérieures, le 15 mars, pour la première fois ensemble pour aborder ces questions. Alors, il faut accélérer, il faut aller plus vite dans cette direction-là. Et là aussi, la Turquie est un cas emblématique parce que la Turquie, pas simplement c'est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés dans le monde, presque 4 millions de Syriens se trouvent toujours en Turquie, mais parce que c'est une plaque tournante de transit très importante pour la gestion des flux migratoires au niveau européen. Merci beaucoup. Je crois que ça répond à beaucoup de questions qui ont été posées ici. Chère Fabienne Keller, au Parlement européen, est-ce que sur ce pacte migratoire, on est en mesure d'avoir un débat approfondi, dépassionné, j'en doute un peu parfois quand je vois tout ce qui est autour de la question migratoire. C'est politiquement très important, comme l'a rappelé le vice-président de la Commission. Et branchez votre micro. Alors, au Parlement européen, nous sommes en travail sur les 7 textes qui sont soumis. Moi, je participe, donc je suis rapporteur sur celui sur les procédures. On est à notre 2e réunion. Les pauvres assistants sont déjà à leur 6e réunion technique. C'est la spécialité au Parlement. C'est toujours très, très compliqué. Les textes sont très, très détaillés. Ceux-là sont particulièrement longs. C'est pareil pour le RAM, là, le remplaçant de Dublin. Les autres groupes se sont mis en route. On a un groupe de coordination sur le paquet asile. Donc, franchement, on est plutôt au travail et avant ou après l'été, les rapports sortiront. C'est important que nous ayons un bon rythme de travail, mais les partenaires qui participent à ces débats qui sont tous à huis clos, qui ne sont pas publics, sont plutôt constructifs. Ce sera d'une autre nature quand ce sera dans l'espace public. Donc, on a tous conscience de cette dualité. Par ailleurs, donc, on a un groupe de coordination parce qu'il y a des notions qui apparaissent dans tous les règlements et c'est important qu'on les traite de la même manière. La notion de rétention, la question du traitement des enfants, voilà, des familles. Enfin, c'est bien aussi qu'on travaille de manière transversale. Mais je voudrais témoigner ici qu'il y a beaucoup de bonne volonté, enfin de volonté d'avancer du côté du Parlement. Je pense, je ne sais pas comment, je le propose au commissaire, mais je pense qu'il ne faudrait pas trop tarder à échanger avec le Conseil. Ça ne se fait pas d'habitude. D'habitude, on attend de rendre notre rapport et puis on fait le trilogue après. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode pour le coup.
formellement ou informellement, mais on a des discussions déjà organisées avec nos parlements nationaux. J'ai fait avec le Conseil de l'Europe ce matin, enfin les communes et régions d'Europe. Il faut le faire avec un peu des dialogues multiples. Je sais que Margaritis Schinas le fait beaucoup aussi. Il faut que ces débats soient nourris d'expérience et qu'ils soient très largement partagés pour qu'il n'y ait plus vous voyez, de choc extérieur, d'oukase, d'affirmation comme c'est porté par les populistes avec des chiffres qui font très peur, des hypothèses effrayantes. Ça a été dit, mais les circonstances sont extrêmement favorables. On n'a jamais eu si peu de demandes d'asile, donc si peu de procédures en cours. Il faut qu'on se prépare. Ça a été suggéré par le vice-président, peut-être à une situation difficile liée au déconfinement. La difficulté économique est partagée par le monde entier, et notamment les personnes les plus pauvres. Donc, la migration économique connaîtra une pression accentuée. Sachons l'anticiper, en tout cas, créons les conditions de travail pour pouvoir, le moment venu, faire face, parce qu'on saura déjà travailler ensemble, qu'on aura une agence des frontières qui sera prête à être mobilisée, prête à accueillir plus de nationaux pour pouvoir mieux se déployer, enfin qu'on sera en mode opérationnel. Mais moi aussi, je voudrais suivre l'exemple du vice-président et être sur le versant constructif. Je pense que ce serait l'honneur de l'Europe d'avoir une politique d'asile et de migration assumée. Après, chacun doit jouer son rôle, le respect des libertés fondamentales, de la Convention de Genève. Ce n'est pas négociable. C'est dans notre charte des valeurs fondamentales, mais nous devons avancer dans la mise en œuvre et le travail en commun. Vous savez qu'à la Fondation Robert Schuman, on mettra tout en œuvre aussi pour que ce débat soit pacifié, sérieux. Nous avons publié il y a 2 jours une première étude, il y en aura d'autres. La Commission, le Parlement, Frontex peuvent compter sur nous pour tenir le débat au niveau qui convient. Juste une question technique peut-être à M. Leggeri avant de vous demander, M. le Président et Mme la députée, de conclure. Beaucoup de questions sur les retours. Dans le pacte migratoire, il y a un aspect très important. Les personnes qui n'obtiennent pas l'asile et en accord avec les pays tiers dont ils viennent doivent pouvoir être raccompagnées dans les meilleures conditions chez elles. Quel regard le praticien que vous êtes, puisque vous en faites déjà, je crois, plus de 10 000 par an, hein, quel regard vous portez sur cela? Est-ce qu'on peut humainement faire, juridiquement, est-ce qu'on a les outils ou est-ce qu'on va les avoir? Et concrètement, est-ce que c'est un rêve? Les citoyens ont l'impression que c'est plutôt quelque chose qu'on fait mal. Mettez votre micro. Oui. Oui, c'est une des missions sans doute les plus compliquées. Et c'est une mission qui doit nécessiter en tout cas la coopération de beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs parce que, bon, d'abord, c'est une situation humaine qui est difficile. Quand un migrant est au bout du parcours de la demande d'asile et que la demande d'asile a été rejetée et qu'en appel, elle a été rejetée encore, donc il y a une situation qui est humainement difficile. Il me paraît très important que la période d'examen de la demande d'asile soit la plus, disons, la plus réduite possible, bon, dans le respect du droit, des procédures et de l'examen de fond, mais il n'est certainement pas souhaitable que des personnes, comme le disait Fabienne Keller, restent pendant des mois, des années dans des situations précaires, sans aucun droit et sans savoir ce qui va leur advenir. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il faut aussi avoir les moyens dans les États membres, mais aussi avec des agences plus importantes, et je crois que c'est très important que la Commission ait proposé aussi l'Agence européenne de l'asile, donc EASO devienne une véritable agence européenne de l'asile, parce qu'on voit que les États membres ont besoin parfois de traiter des demandes d'asile qui sont extrêmement nombreuses et dans un minimum de temps. Après, ce qui me paraît important, tant au niveau européen qu'au niveau national, c'est de faire le lien entre la fin de la procédure d'asile et le début de la procédure d'éloignement.
Et on observe, et ce n'est pas uniquement tel ou tel État membre qui ne le fait pas bien, ce n'est pas uniquement au niveau européen, c'est quelque chose qu'il faut créer. Alors, ça peut aussi passer par l'échange d'informations, y compris de données personnelles en temps utile, également pour pouvoir obtenir les laissez-passer des pays tiers, qui sont les pays d'éloignement, les pays de retour. Et je pense que là, le premier étage de la maison, du pacte qu'a décrit Margarit Schinas, est très important, c'est la coopération avec les pays d'origine. Et une fois que tous ces acteurs arrivent à fonctionner correctement ensemble, je pense qu'on arrivera à mieux faire. Alors techniquement, l'agence Frontex, effectivement, l'année dernière, a éloigné 12 000 personnes. Ça représentait en 2020 20% des étrangers en situation irrégulière qui ont été effectivement éloignés de l'Union européenne vers des pays tiers. 20%, alors que l'année précédente, en 2019, notre part d'activité représentait 10%. Ce qui veut dire qu'en 2020, malgré la pandémie, Frontex, d'une certaine manière, a mieux résisté dans cette activité que les États membres. Ça veut dire aussi que nous devons, comme nous le faisons aujourd'hui, avoir des moyens de mise en commun de l'information. Par exemple, lorsque Frontex organise un vol charter vers une destination, il faut qu'on puisse, en temps réel, quasiment, à l'échelle de l'Union européenne et de l'espace Schengen, déterminer quelles personnes seront prêtes à être éloignées dans 2 semaines, dans 3 semaines. Prêtes à être éloignées, ça veut dire que les conditions juridiques de l'éloignement seront toutes remplies. Ça veut dire que les conditions humanitaires personnelles sont, je dirais, conformes, compatibles avec un éloignement, et qu'on aura les laissez-passer pour ces personnes-là. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons construire, que nous sommes en train de construire avec la mise en place d'un outil informatique commun européen, donc qui est géré par l'agence, mais qui permet à toutes les administrations nationales d'y avoir accès et d'y participer. Donc c'est quelque chose qui ensuite, dans la mise en exécution, nécessite un grand professionnalisme, le respect évidemment des droits fondamentaux. Donc là aussi, il y a un renforcement de la surveillance des vols qui pourra être faite grâce à des moniteurs de droits fondamentaux qui seront mis à disposition par l'agence sous l'autorité indépendante du moniteur des droits fondamentaux. Et donc, ça nécessite beaucoup de professionnalisme lorsqu'il s'agit de vols contraints. Je tiens aussi à dire que nous avons dans le nouveau mandat une contribution au retour volontaire. Et donc, dans certaines situations, ça peut être aussi la carotte vis-à-vis des États qui ne coopèrent pas forcément très bien. Et on sait que parfois, dans certains pays, revenir dans un vol contraint, c'est perdre la face, c'est socialement être mis à l'index. Donc, on peut trouver des solutions plus acceptables pour tout le monde. Et je voudrais juste dire qu'en 2020, nous avons fait beaucoup d'éloignements volontaires. Et en particulier, notre plus grosse opération de retour volontaire a été au départ de Chypre vers la Géorgie, en plein milieu de la pandémie. Il y avait 120 Géorgiens qui se retrouvaient à Chypre un petit peu en perdition, migrants en situation irrégulière, mais en perdition en plein milieu de la pandémie. Et donc, avec le gouvernement chypriote et le gouvernement géorgien, nous avons pu trouver les moyens. Frontex a procédé à cet éloignement volontaire. Donc, c'est possible. Ça nécessite beaucoup de coordination entre acteurs. Ça nécessite beaucoup de professionnalisme, de l'humanité et beaucoup d'outils pour optimiser des ressources considérables parce qu'un éloignement, ça coûte cher. Donc, il faut que ce soit vraiment efficace. Merci beaucoup de ces précisions. Il y a beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'agence, y compris des questions de journalistes qui voudraient, mais nous n'avons pas l'habitude à la Fondation Schuman de rentrer dans les polémiques. Et le vice-président de la Commission, la représentante du Parlement européen ont réaffirmé, leur confiance dans l'agence Frontex et leur confiance dans les procédures qui permettent de vérifier ce qui marche, ce qui ne marche pas, de l'améliorer, tout ça sous le contrôle très strict du Conseil de l'agence, de la Commission, du Parlement. Et donc, vous comprendrez que je ne puisse pas accéder à toutes ces questions. Je voudrais maintenant donner la parole au vice-président Schinas et à Fabienne Keller pour en quelques mots
conclure, nous partageons leur optimisme sur la construction d'une véritable politique migratoire. Est-ce que vous voulez aller un peu plus loin et peut-être nous dire où on en est de la procédure, quel est le calendrier qui pourrait voir entrer en vigueur ces nouvelles dispositions et donc voir naître une véritable politique commune dont nous voyons aujourd'hui encore que petit à petit se construisent les outils. Merci Jean-Dominique Giuliani. Quelques remarques pour conclure, mais je ne veux pas éviter les questions concernant l'agence. Peut-être je commence par là. Pour moi, Frontex, notre agence de garde-côte, garde-frontière européenne, doit être le centre de gravité pour plusieurs éléments du pacte. C'est une pièce centrale pour le succès de la politique de migration des années à venir. Alors, je réitère tout notre appui institutionnel au rôle de l'agence, qui n'est pas simplement le nôtre de la Commission, mais aussi de tous les États membres du Parlement européen, puisque le nouveau mandat a été approuvé par les co-législateurs et le nouveau budget aussi. Alors, c'est une confiance de fait, pas une confiance littéraire. Ceci étant dit, effectivement, quand une agence doit assumer une transition d'une certaine taille à une superstructure de 10 000 personnes, la première agence de fonctionnaires de l'Union européenne qui porteront des uniformes avec le logo européen, qui auront leurs propres moyens et qui porteront des armes, effectivement, toutes ces questions de transition sont des questions de gestion qu'il faut résoudre de façon claire, convaincante. Et le directeur a la responsabilité exécutive pour le faire et il est responsable devant le conseil d'administration pour avancer sur cette voie-là. Mais je n'accepte pas la tentative de quelques milieux de mélanger tout ça ensemble pour bâtir une narrative qui affaiblit l'agence le moment où nous avons plus besoin de l'agence. Ça, je ne l'accepterai jamais. Il faut donc clarifier les choses et continuer à travailler comme prévu. Deuxième remarque sur le calendrier. Nous avons maintenant la présidence portugaise qui a quelques avantages parce que le Portugal est un pays qui est du sud, mais sans être du sud, est à la fois atlantique et aussi un peu nordique. Alors, ça, c'est un avantage pour avancer les choses. Le Premier ministre portugais, António Costa, est un Premier ministre très reconnu, très respecté au Conseil européen. Et je souligne d'ailleurs qu'il était un ancien ministre des Affaires intérieures. Alors, il connaît tout ça, il a vécu, il a l'expérience du passé, alors il pourra aider à avancer les choses. Et mon opinion et ma préférence personnelle, c'est de gagner ce pari avant les défis électoraux en Allemagne et en France. Ce n'est pas un hasard de voir qui étaient les forces qui ont attaqué plus violentement notre proposition sur le pacte. C'était Le Pen, AfD, le Front populiste européen attaque les propositions de l'Europe pour remédier à une solution dans un domaine si important comme la migration. Alors, il faut gagner cet argument et la façon de gagner, c'est par un accord. Dernière question un peu plus macro, plus globale. Parfois, on parle en Europe, en anglais, le terme est connu comme pull factor, le point d'attraction des choses qui passent en Europe, qui exercent un point d'attraction et qui ouvrent la voie de flux migratoires, etc. Mais le
pull factor le plus important dont nous sommes victimes en Europe, c'est le fait qu'on n'a pas une politique européenne pour l'immigration et l'asile. Ça, c'est le pull factor par excellence. Le trafiquant gagne de l'argent précisément parce qu'ils ne sont pas capables de résoudre le problème migratoire en Europe. Alors, si on veut éviter le pull factor, et si elle veut serrer un peu les procédures, il faut trouver cet accord. Et cet accord, ce n'est pas, je pense que tout le monde l'a compris, ce n'est pas une adaptation ou une réécriture de ce que nous avons maintenant. C'est un changement du paradigme. C'est tout à fait nouveau. C'est un nouveau système, un nouveau départ, une nouvelle approche. Merci encore, Sir Jean-Dominique, pour ton hospitalité. Merci beaucoup. Merci du temps que vous nous consacrez et des précisions que vous avez apportées qui sont très, très appréciables. Chère Fabienne Keller, un petit mot? Oui, je partage très largement ce que vient de dire le vice-président Margaritis Schinas. Frontex fait l'objet de nombreux articles de presse critiques. Nous avons besoin d'une agence forte. Monsieur Légéry a rappelé les missions extrêmement à la fois importantes, centrales pour gérer l'asile et la migration, et délicates aussi. Vous l'avez décrit parfaitement sur le retour, c'est humainement extrêmement difficile. Il en est de même dans leurs relations avec les gardes-côtes des pays riverains de l'Union européenne. Donc, je crois que Frontex est dans la démarche de répondre point par point. Je pense par exemple à la présentation que vous avez faite sur le plan de recrutement des officiers des droits fondamentaux. Vous savez que le Parlement veut des certitudes là-dessus. Vous avez présenté une planification, c'est très important d'avoir de la visibilité et des faits, de laisser aussi les auditeurs européens faire leur travail. Je pense par exemple au médiateur ou à l'OLAF. Sur la question de l'avancement du paquet, alors moi j'aime bien les choses concrètes. Le vice-président a rappelé l'optimisme. Mais par exemple, si on pouvait rapidement adopter le règlement nouveau pour EASO, ça lui permettrait de se déployer comme Frontex, de monter en puissance, de densifier. Bureau d'appui, EASO. Le bureau d'appui, oui, des choses très concrètes. Ils ont des réunions régulières, des personnes qui analysent les risques dans les pays d'origine, 2 fois par an. Moi, je leur propose d'en avoir une par mois pour qu'ils suivent la situation concrète et qu'ainsi les gestion des demandes d'asile des États membres convergent sur le fond et qu'ainsi la reconnaissance mutuelle soit préparée. On n'en a pas parlé, mais les politiques de visa, ça c'est dans la relation avec les pays d'origine, ne sont pas coordonnées entre les pays européens. C'est dommage parce qu'il y a des personnes qui entrent dans l'Union européenne avec un visa et qui demandent l'asile dans un autre. J'en ai rencontré beaucoup dans Dublin. Donc, ces coordinations qu'EASO peut faciliter, très concrètement, sont de nature à faciliter la mise en œuvre du paquet tel qu'il existe aujourd'hui et encore plus demain. En tous les cas, la présidence portugaise, je partage l'analyse, le Premier ministre, M. Antonio Costa, a parlé de la migration. Moi, j'étais très touchée dans son discours d'ouverture de la présidence portugaise. Il y a ce jumbo, quel joli terme, que vous avez rappelé, donc cette volonté d'articuler politique étrangère et politique intérieure, c'est absolument fondamental. On n'a pas de solution simple, mais ne pas se parler des choses, c'est créer les conditions d'une mauvaise gestion. Discuter avec les pays d'origine, c'est ouvrir la voie pour une prise en compte et un début de solution qui, évidemment, doit être globale, c'est-à-dire inclure non seulement les aspects migratoires, mais les relations économiques, demain, peut-être, après la proposition de la Commission, les questions de migration légale. Voilà, donc c'est dans un esprit très constructif que je voudrais conclure cet échange et vous en remercier parce que le débat, la transparence, la discussion sur ces questions migratoires doit être la règle. Merci. On a encore beaucoup de progrès à faire. D'ailleurs, si je peux me permettre de traduire un conseil jumbo, pour les non-initiés, c'est un conseil qui a beaucoup de sujets à l'ordre du jour et qui dure longtemps. Et l'EASO, c'est le Bureau européen d'appui à l'asile. Comme quoi, il faut traduire par le langage européen.
Fabrice Leggeri, encore un mot pour conclure? Merci beaucoup, Jean-Dominique. Tout d'abord, très brièvement, pour remercier Margaritis Schinas et Fabienne Keller du soutien qu'ils ont réaffirmé à l'agence Frontex. Je voudrais aussi dire à tous les auditeurs que l'agence, moi-même comme directeur exécutif, mais aussi tout le personnel de l'agence a bien conscience de la responsabilité qui est la sienne et donc aussi de la nécessité de pouvoir expliquer, de pouvoir rendre compte de la manière dont nous fonctionnons. Et je crois que c'est normal que dans un moment de grande transformation de l'agence, qui n'est pas seulement un moment de croissance avec un budget d'autant plus important et des effectifs importants, mais je crois que la transformation présente avec le corps européen, c'est une transformation de nature. C'est-à-dire que pour la première fois, une agence cesse d'être un objet simplement administratif européen, mais a du personnel sur le terrain. C'est une responsabilité d'autant plus grande que nous avons l'usage de la force sous l'autorité quand même et le contrôle des États et qu'il y a bien sûr des contrepoids de droits fondamentaux. Mais c'est tout à fait normal que ça suscite aussi peut-être des réactions parce que c'est inhabituel. Il peut y avoir des choses qui, dans des retards peut-être de mise en œuvre de certaines choses, tout ne sera certainement pas parfait. Et moi, je pense qu'il faut en tout cas utiliser cette période où il y a beaucoup de questionnements sur l'agence pour expliquer, faire de la pédagogie, pour tisser aussi des partenariats encore plus solides avec l'ensemble de nos acteurs. Nous travaillons très étroitement, je travaille très étroitement avec la Commission, je travaille étroitement avec le Parlement européen. Je salue la création du Scrutiny Group qui a été évoquée par Fabienne Keller et je crois qu'il était largement temps et mérité qu'un groupe comme ça, il y en a un pour Europol, il y en a un pour Schengen et il n'y en aurait pas eu pour le corps européen qui va avoir 10 000 effectifs. Donc c'est tout à fait normal. Que des organismes de contrôle ou d'inspection ou d'audit fonctionnent et fassent leur travail, c'est normal. On a entendu parfois la Cour des comptes. C'est normal, ça fait partie de l'exercice budgétaire annuel. Que d'autres fassent des enquêtes comme l'OLAF, ce sont des choses qui arrivent. Et quand on voit évidemment tout ce qui a été dans la presse à propos d'allégations de pushback, il est presque inévitable que les organismes de contrôle viennent voir. Et je pense qu'il est effectivement de l'intérêt de l'agence de pouvoir, grâce à toutes ces enquêtes et les réponses que nous apportons, que nous allons pouvoir montrer que le travail, en tout cas, n'a pas été fait de façon contraire au droit. Il y aura des recommandations et elles sont bienvenues et nous avons déjà commencé à mettre en œuvre un certain nombre d'entre elles. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Denis. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Merci, chère Fabienne Keller, madame la députée. Merci, monsieur le directeur. Il y a encore énormément de questions. Nous avons complètement débordé notre horaire. Nous recommencerons. Vous pouvez compter sur nous pour essayer d'expliquer, pour essayer de proposer, pour essayer de décrypter, voire de traduire. Et je voudrais vous remercier tout spécialement de vous exprimer dans ce si beau français. Comme quoi, c'est possible aussi de débattre des questions européennes en français et pas seulement dans une langue anglaise un peu dégradée dont nous avons tous la spécialité dans les enceintes européennes. Merci 1000 fois de votre disponibilité. Merci, au revoir.